de ville de Saint-Georges depuis 2013 et ex-député de Beau-Sud, Claude Morin est bien connu à titre de politicien. Toutefois, on connaît peu sa carrière de militaire pour les Forces armées canadiennes et ses implications au sein des forces de l'OTAN lors de la guerre en Bosnie-Herzégovine, ni non plus ses 3 périples avec sa conjointe sur les sentiers qui mènent à Saint-Jacques de Compostelle. Retour sur un parcours qui sort des sentiers battus. C'est en 1975 que Claude Morin décide d'entrer dans les Forces armées canadiennes. Une décision peu réfléchie, mais qui l'amènera à vivre parmi les plus belles expériences de sa vie. Claude, tu as été très longtemps dans les Forces armées canadiennes. Combien d'années tu as passé au sein des forces? Je suis rentré dans les Forces canadiennes le 10 septembre 1975 et je suis ressorti en mars 2007. Qu'est-ce qui t'a emmené au sein des Forces armées canadiennes? Une gageure. Ah oui? Un party au GG's d'Ottawa. Ah oui, on avait gagé, j'avais les cheveux un peu plus longs, puis j'avais des cheveux. Et puis on avait gagé que le lendemain, on arrêterait au centre de recrutement. Je ne savais pas trop ce que c'était, ça. On avait entendu parler un peu, mais l'armée, ça ne m'attirait pas trop. La discipline, je n'étais pas fort là-dessus. Et puis on était allé là, puis on avait gagé une caisse de bière. Et puis en janvier 1978, en 76, janvier 1976, j'ai eu un appel que je t'ai accepté. Waouh! Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, écoute, on y va. Puis j'ai adoré ça depuis ce temps-là. Le cours, je m'étais dit, moi, aller faire le cours d'entraînement de base, parce qu'il était reconnu là, très, très difficile, physiquement, mentalement et tout, là, parce qu'il n'y avait pas la Charte des droits de l'homme dans ce temps-là. Là. Et puis, j'ai dit, moi, passer à travers, après ça, je vais m'en aller. Et finalement, j'ai tombé en amour au point que je suis retourné comme instructeur sur le cours de base des officiers. Alors, j'ai enseigné à l'École des officiers pendant 3 ans. Alors, c'était une belle expérience. Fait que de l'autre côté, c'est moins plus facile. Oui, sûrement. Mais la Charte des droits de l'homme est arrivée. OK. On pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. Est-ce que, justement, il y a eu des moments où c'était très difficile? Tu as pensé à abandonner? Ah oui, souvent. Je pense que... Écoute, on avait commencé d'un peloton de 72, puis on a fini 36. Et puis, tu sais, la façon que c'était géré dans ce temps-là, là, lui qui partait, là, il nous l'enlevait durant pleine journée. Là, on venait le soir, il était parti. C'était terminé. Pour différentes raisons. Soit l'attitude ou les examens, il ne passait pas les examens, mais... On était vraiment sous d'effort. Là. Ces 36-là qui ont passé à travers aujourd'hui, on est une trentaine de vivants encore. Là. Puis des fois, on se parle encore. On se rencontre encore parce qu'on a eu des souvenirs incroyables. Par la suite, vous avez été déployé ou... Après ça, bien, non, j'ai fini mes études. J'étais allé chercher mon diplôme universitaire à l'Université d'Ottawa. Puis là, je me suis retrouvé à Valcartier. J'ai fait des forces d'entraînement, de formation. Ma spécialité, moi, était en logistique, au transport et mouvement. Alors là, ma première mutation était à Valcartier en 78. C'est là que ça fait 45 ans cette année, là, que j'arrivais à Valcartier comme un jeune officier c'était lieutenant, là. Après ça, pour nous autres, c'était des seconds lieutenants. Là. Fait que ça commençait là, puis là, c'était la réalité. Là, c'était... En arrivant, je pense 2 jours après, j'étais rendu à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, là. Je connaissais pas personne. Et puis on m'avait donné un peloton, puis on me donnait des ordres, puis les directives, puis il fallait que ça avance. Mais j'ai toujours aimé les défis. J'étais un gars de défi. Alors, j'ai pris ça comme un défi, puis ça a toujours très bien été. J'ai eu une carrière extraordinaire. Par la suite, les responsabilités se sont succédées jusqu'à la guerre en Bosnie. Et Valcartier, ça a duré combien de temps? Valcartier, c'était 4 ans. À Valcartier, après ça, là, je me suis en allé enseigner à l'École des officiers à Chilliwack, au sud de Vancouver. C'était 3 belles années, là. Incroyable, parce que j'avais un horaire bien précis, là, un peu comme un enseignant, non syndiqué. Mais je connaissais mes horaires. C'est là que j'ai fait de l'entraînement. J'ai fait beaucoup de courses, beaucoup de sport, parce que je pouvais me permettre de planifier ma cédule à moi-même. Alors, je vivais très bien, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. J'ai fait l'Ouest américain, le Sud-Ouest américain, tout ça. Là. Ça m'a permis de voyager beaucoup dans ce temps-là. Ça m'a donné le goût de voyager. Je suis revenu à Valcartier, à l'état-major du quartier général de 5e brigade. Là, j'étais le G4 transport, ça, pour ceux qui ne connaissent pas ça. J'étais responsable de tous les déplacements de la 5e brigade. Une brigade, c'est 5000 hommes, avec probablement 3000 pièces d'équipement. Alors, quand on va à Gagetown, on fait partout, on va faire des exercices de nez rouge dans le bas du fleuve. C'était dans mon bureau qui planifiait tous les déploiements de tout le monde. En 86, ça nous a amené en Norvège. Moi, j'ai passé presque 1 an en Norvège. J'ai été appelé à déployer la 5e brigade, la brigade mécanisée, plus tous les éléments qui venaient d'un peu partout, qui venaient jouer les ennemis. On allait dans le nord de la Norvège, on allait à Bardufoss, puis il y avait un port de mer. Il fallait matcher les bateaux avec les avions. Ça a été tout un défi, ça. C'était vraiment là, un gros défi. Semblerait-il que ça, il n'y a pas grand monde qui voulait y aller, là. Vous êtes un des seuls à avoir levé la main. Oui, parce qu'on demandait ça prenait quelqu'un pour faire ce job-là. Puis je m'étais dit, oui, moi j'y vais, on y va. Puis,
Mais j'étais bien entouré, là. Je suis toujours bien entouré. Fait que ça a bien été, mais c'était un défi énorme, là. Parce qu'il y avait du monde qui venait de partout au Canada, qu'on regroupait à Québec, qui prenait l'avion ou les bateaux. Alors, c'était la coordination incroyable. OK. C'est là que ça m'a permis d'être promu à major dans ce temps-là. Alors, je suis sorti de là. Là, je suis reparti. J'étais allé en France. J'ai servi avec les Français. J'ai été à l'état-major du 3e corps d'armée français. Là, j'ai été directeur des ressources humaines au niveau des officiers logistiques. Je devais planifier ou... Donc, j'étais responsable de la carrière de plus de 300 officiers de logistique, que ce soit dans l'approvisionnement, la finance, le transport et l'alimentation. Alors, j'étais responsable de m'assurer que les postes étaient remplis partout au Canada et à l'étranger, à partir de major en descendant, là, capitaine, lieutenant, les officiers. Alors, c'était une belle expérience. Encore là, j'étais 3 ans là. Puis là, il y avait une ouverture d'un poste à l'état-major du quartier général de l'OTAN à Naples, en Italie. Alors, j'étais gérant de carrière. C'est moi qui décidais où on envoyait les gens. Alors, j'avais recommandé fortement qu'on m'envoie là-bas. Et puis, on m'a envoyé là-bas. J'ai été là 4 ans. Okay. Expérience incroyable. C'est à partir de là que j'ai été déployé autant en Grèce, en Croatie, en Bosnie, en Albanie, en Macédoine. J'étais partout. Okay. Là. Puis, j'ai eu la chance de travailler avec des personnalités très, très fortes, des généraux. Là. Pour vous dire, il y aurait des histoires de guerre à raconter. C'était très tendu, là, parce qu'on ne savait pas là, quand ça allait déclencher, là, la guerre. Là. Quand ça s'est mis à péter, moi j'étais à Kumanovo, là, en Macédoine, je peux vous dire que c'est assez stressant. Là. Petit gars de Saint-Gédéon, là. Claude Morin a connu une carrière bien remplie au sein des Forces armées. Toutefois, ce n'était pas toujours de tout repos. J'ai eu une superbe carrière. J'ai toujours dit oui, j'étais toujours prêt à aller n'importe où. J'ai toujours sorti le maximum de plaisir de chaque. C'est sûr que des fois, là, quand on s'entraînait à Gagetown, il pleut à boire debout, puis t'es couché dans la boîte, là, c'est tout moins drôle un peu, mais ça forme le caractère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au bureau, là, on me dit je suis pas nerveux. Il n'y a pas grand-chose qui m'énerve. Okay? Il faut que... Puis les gens, quand quelqu'un arrive armé au bureau, sont pas bien grandes. C'est ça. Mais je l'ai été pointé, il m'est arrivé des affaires dans le nord de l'Albanie, là, quand j'étais à Tirana, on allait visiter les camps de réfugiés, là. Pour vous dire que des fois, on avait 2 porte-monnaies. Un porte-monnaie qui avait 10-20 pièces américaines dans nos poches, puis un porte-monnaie avec nos papiers cachés. Là. On se faisait arrêter à des checkpoints, puis on donnait le portefeuille, il voulait de l'argent, on donnait notre petit portefeuille et 20 pièces dedans, puis il me laissait tranquille. C'est ça. Mais on ne sait jamais, parce que souvent, ces gens-là étaient un peu en état d'ébriété, ou ils ont pris de la drogue, puis on ne savait pas trop, là. Mais on a eu des petites anecdotes, parce que mon chauffeur et garde du corps était un sergent italien. OK. Il ne parlait pas un mot français, ni un mot anglais. Je peux vous dire que... Mais on finissait par se comprendre. Même une fois, on avait été impliqué d'un accident très dans le centre-ville de Tirana. Puis lui, il avait sorti sa mitraillette. Il a dit hop, 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 on est tout seul, c'était les 2, là. On ne se mettra pas à tirer ici. Là. Mais ça, c'est des souvenirs. Ça a bien fini, là. Il n'y a pas eu de problème. Il était nerveux, lui. Il vérifiait le dessous du Jeep à tous les matins. L'expérience la plus marquante du Beauceron a certes été celle en Bosnie, dans l'ex-Yougoslavie. Celui-ci nous précise comment il a appris son déploiement dans la zone de guerre. Il venait d'arriver à l'OTAN, ça faisait 6-7 mois que j'étais là, puis il demandait des volontaires pour être déployés au quartier général interallié, là, arrière, qui était à Zagreb. Bon, comme me connaissant, moi, tout de suite, j'ai pas... Là, j'arrivais à la maison en disant à ma femme, c'est pas drôle, ils m'ont encore pris. Là. Mais j'étais toujours volontaire, puis j'ai dit, écoute, je m'entraîne, ça fait 25 ans que je m'entraîne, puis j'ai jamais été dans un théâtre de guerre. Là, j'avais une opportunité, j'étais collé dessus. On va y aller. C'est sûr qu'on y pense, mais ça fait partie de la game. Puis j'ai dit, écoute, ça va être le summum de ma carrière. C'était pas les casques bleus. Là. On avait remplacé les casques bleus, c'était d'imposer la paix. OK. OK? Puis on avait... Ça, c'est une différence dans les règles d'engagement. Les casques bleus, eux autres, il faut attendre de se tirer dessus avant de répondre. Nous autres, on pouvait tirer en premier. OK. C'est une grosse différence. Et puis on avance, puis on essaie de les calmer. Là. Quand on utilise la force de l'OTAN, c'est pour imposer la paix. On voulait éliminer Milosevic, l'imposer la paix pour qu'il arrête, parce que les Kosovars, avec les Serbes, ils nous en voulaient à nous autres. Là. Il y avait des échauffourées un peu partout. Fait que l'OTAN a attaqué. Et puis, ça n'a pas été long. Ça a duré une semaine, puis terminé. Okay. Pour ça, c'était une négociation de paix. Dans un pays en guerre, il n'y a plus de structure ni de règles qui tiennent, si bien que tout peut arriver. Ça, c'était drôle, parce que j'étais arrivé d'un autre 6 mois. C'était la fin de semaine de la Semaine sainte. On avait été à Naples, il y a toutes sortes de cérémonies de la Semaine sainte. Puis j'avais dit à ma femme, c'est terminé. Là, c'est vrai, je ne pars plus encore. Là. Le téléphone avait sonné chez moi à minuit. Okay. C'était le général commandant de Naples qui m'avait appelé directement, qui me demandait d'aller le rencontrer au quartier général. Moi, j'avais dit, vous êtes qui? Puis là, je ne me souviens plus du nom, c'est un amiral, c'est un gars de marine. Et puis j'ai dit, vous êtes un tel, moi, je suis la reine d'Angleterre. Puis elle avait raccroché.
Puis j'étais major dans le temps. C'est pour ça que le général m'appelle directement. Il avait entendu dire que je faisais la job. Okay. Ça fait qu'il m'avait appelé. Là, j'étais rentré au quartier général. Il dit, tu t'en vas, dans 2 jours, tu t'en vas en Albanie. Tu vas faire partie du groupe d'Advance Party. Tu vas aller rencontrer les militaires américains. Puis tu vas préparer l'arrivée des troupes et tout ça. Fait que pas de problème, on va y aller. Puis là, on était arrivés, on était 2 dans l'avion. C'est bien sûr le pilote, copilote, puis il y avait un agent de bord, là, mais 2 passagers. C'était mon sergent italien, encore, là, qui était mon garde du corps. Mm-hmm. On arrive, puis il annonce qu'on approche la piste d'atterrissage. C'est un aéroport international à Tirana, là. C'est supposé d'être 5 étoiles. On touche au sol, puis on part. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais en arrière, on se fait tirer dessus. C'est ça, là. Il y a le pilote, la chaîne de la poignée. Et puis le pilote, il lui dit, excusez-moi, là, il dit, on n'était pas atterrir, mais il y avait un troupeau de vaches qui était pour traverser la piste d'aéroport. Il voulait pas rentrer dans les vaches. Là, bien fait. Lui, c'est un bon choix. Oh. La conjointe de Claude, Anne Desrousseaux, qui l'a connu alors qu'il était dans les Forces armées, rappelle que les horreurs de la guerre ont un impact sur toutes les personnes qui l'ont vécu. Homme sensible, celui-ci n'hésitait pas à répondre aux besoins des membres de son unité. Sa conjointe nous raconte cette anecdote alors qu'il était déployé en Grèce. Es-tu capable de nous recevoir chez toi? Ma femme, elle est là avec la voiture. Demain, on s'en va dans ton pays pour le week-end avec un autre militaire. Et c'est vrai que ce militaire-là, il était content, mais il s'est dit, bah voyons, c'est vrai ou pas? Et ce militaire, il était venu me voir et il m'avait dit, ton mari m'a dit ça. Je dis, si mon mari a dit ça, c'est que c'est vrai, demain on part chez toi. Okay. Et ça a été une superbe expérience. En plus d'aider les gens, le fait de partir à la découverte du monde est certainement l'un de ses plus beaux souvenirs. Les plus beaux souvenirs, les voyages. Je suis allé partout. Je suis allé partout, là. Je suis pas allé en Australie. Je suis allé dans les pays de l'Est. Je suis allé en Europe partout. Je suis allé en Asie. Je suis allé partout, tu sais. Mm-hmm. Même le Canada, ça m'a pris du temps à visiter le Canada au complet. Je l'ai fait quand j'étais directeur des carrières. Claude et Anne ont fait 3 périples en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-ci nous raconte d'où est venue l'idée. Bien, la première fois, en 2013, je venais de quitter la politique active au niveau de l'Assemblée nationale. Puis on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qu'on ferait là, pour faire qui sortait de l'ordinaire? Puis moi, j'avais entendu parler de Compostelle, mais pas plus que ça. Puis je venais parler à ma femme, je dis, écoute, on va faire Compostelle. Là, c'était à peu près 930 km. Elle dit, tu fou? Je dis, écoute, si on ne l'essaye pas, là, puis on ne le saura pas. Ça fait qu'on s'était préparé, pas beaucoup entraîné, mais on avait beaucoup trop d'équipement sur le dos, là. On a laissé en chemin un peu partout, là, pour vous dire. Mais c'était une expérience extraordinaire. Parcourir 900 km, les 2 ensemble, on a rencontré du monde extraordinaire de partout. C'était avant la pandémie, il y avait beaucoup de monde. Et puis, juste... Parce que le corps est une belle machine. La première semaine, je pensais à mourir. J'avais mal partout, puis j'étais raqué, puis je me dit, demain, je ne pourrais pas me lever, c'est sûr. Mm-hmm. Mais le corps étant ce qu'il est, le lendemain matin, on était en forme. 6h, 6h15, on est parti, puis on fait notre 10, 20, 30 km, dépendamment de la démographie. Là. On l'a fait en 2013. L'été 2013, on a marché 32 jours, à peu près en moyenne de 30 km par jour. Anne nous fait part de ce que le couple souhaitait vivre à travers ses expéditions. Pourquoi Compostelle? Je pense qu'il avait lu des livres ou il avait entendu des gens le faire. Il s'était dit, tiens, pourquoi on n'irait pas faire Compostelle? C'était pas forcément pour l'aspect religieux, mais c'était, tu sais, parce qu'en fait, quand tu marches, bah, tu vois tout. Alors que si tu pars en voyage, que mettons que tu passes, je sais pas moi, à Saint-Georges, puis que tu veux aller aux États-Unis, tu vas dire, bon, je m'arrête pas à Saint-Georges. Alors que quand tu marches, bah, t'as pas le choix de tout voir. Mm-hmm. Donc c'était un peu ça le but. Le but aussi peut-être de connaître des gens, parce que normalement sur le chemin de Compostelle, bah, tu rencontres beaucoup de gens, c'est aussi pour les échanges culturels. Puis peut-être aussi un peu d'être, comment dire, de vivre un peu les vraies valeurs, parce que quand on court à droite et à gauche, quand on mène des vies de fous, ben, on oublie les vraies choses. Mm-hmm. Le premier, ça a été superbe, mais après, quand tu commences à marcher, c'est comme une drogue, donc tu as envie de continuer. Lors du 2e périple, en Espagne, le couple a ajouté 2 éléments importants à leur expédition. On avait fait la partie française, c'était parti de Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Là, on partait de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Un autre 900 km. Sauf que cette deuxième randonnée en Espagne
Vous avez ajouté un défi supplémentaire. Ah ouais, on a amené nos jumeaux, nos enfants qui avaient 15 ans. Pourquoi avoir décidé d'amener les enfants? Il y avait un message que je voulais, parce que mes enfants sont un peu gâtés, là. Hein? Je suis un père qui aimait qu'on gâte nos enfants. Mais je voulais lui montrer que quand on veut, on peut. Je peux vous dire, ma fille n'a pas eu de problème. Elle est en forme, c'est une sportive. Mais mon gars, là, la première semaine, là, le sac à dos, il revolait souvent, là, puis il voulait arrêter, puis il voulait tourner, puis non. On se rend jusqu'au bout, là. Et puis il y a eu des bons échanges. Mais après ça, il a tombé dans la loupe, là, puis il dit « Hey, c'est fun, on va se rendre jusqu'au bout. » Puis je me souviens de leur visage quand on leur a donné le diplôme qu'on reçoit lorsqu'on arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils étaient fiers. OK? Ça, je dis, vous mettez ça dans votre CV plus tard. Ça, vous avez fait ça, ça veut dire que vous êtes capable. Vous voulez, quand vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça fait que, tu sais, il y a un message là-dedans. Puis on s'est rapprochés, on a échangé beaucoup. Puis ça a bien donné, comme les enfants, ça va très bien, aux études, puis... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est même un point tournant, peut-être pour votre fille, puis particulièrement votre garçon? Ah oui, absolument. Ah oui. Il était revenu, là, parce que après ça, mon fils est allé en Équateur pour aider les populations dans le besoin, là. Jamais qu'il a fait ça avant, là. Puis il est fier, quand il revient de là, il était fier, puis ce qu'il a fait, puis il a aidé du monde, là. Parce qu'ici, on a tout dans la maison, là, il pouvait aider. Il a vieilli, puis il est devenu plus extraverti dans le sens d'aider les gens. Puis la marche, c'est sûr que ça marque, là. Puis ma fille, elle, c'est sûr qu'elle va retourner un jour. Elle me l'a dit, elle dit, papa, la prochaine opportunité que je l'ai, je vais faire une marche de Compostelle. Le Beauceron le reconnaît, la 3e marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle en 2023 a été la plus courte, mais certainement la plus difficile. On est retourné cette année, c'est un peu plus court, on est parti de Porto au Portugal, c'est à peu près 300 km. Mais je peux vous dire, entre vous et moi, il n'y a personne ici, là. C'était le plus dur des trois. OK. À cause de la chaleur. Et ce qui faisait chaud, là. C'était épouvantable. D'habitude, on part vers 6 heures le matin, là, au lever du soleil, pour avoir le plus de fraîche possible. Puis avant ça, bien, il fait noir, parce que les routes, elles sont marquées, là. On ne peut pas s'écarter non plus. Ça fait que, mais on marche jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud. Mais là, il faisait chaud à 8h30, 9h le matin. Là. Il faisait 34 degrés. Là. Fait qu'imaginez-vous, quand on était rendu à l'heure du midi, c'était 40, 42, là. On mourait, là. Fallait boire de l'eau constamment. C'est aussi l'occasion de faire des rencontres surprenantes et de constater en même temps que le monde est bien petit, comme le souligne sa conjointe Anne. Ce qu'on a aimé aussi sur le chemin, c'est qu'on est tous au même niveau, puis on n'est pas à se dire « tu fais quoi dans la vie ?» mais « tu viens de quel pays ?» Et puis c'est en parlant avec les gens que tu peux te rendre compte que tu peux peut-être parler à un maire ou tu peux peut-être parler à un philosophe très connu mondialement, malheureusement, qui est décédé, ou à des hommes d'affaires. Et puis, c'est là que tu te dis que le monde est petit, parce que sur la partie française, on a rencontré un Français qui fait partie d'un groupe d'investisseurs avec des gens de la Beauce pour le quartier d'X30 et qui connaissait la plupart des industriels et qui, en plus, avait des plans d'une école d'ici à Saint-Georges que tu connais. Donc, c'est ça le chemin. Homme d'action et d'équipe, Claude Morin n'a jamais reculé devant les défis qui se dressaient devant lui. Des tranchées à se faire geler, au théâtre de guerre où le danger pouvait se pointer à chaque tournant, à la politique qui offre des défis perpétuels, au sentier sans fin de Compostelle, l'homme a toujours soif de projets. Ceux-ci sont pour lui autant d'occasions de se dépasser et certainement d'affirmer « Moi, je l'ai vécu ».